beaucoup, bonsoir à tous. Merci d'être là, fidèles au rendez-vous littéraire du Presse-Papier. Donc, la reprise avait après les vacances de Pâques, de printemps, et donc, voilà, merci d'être là. Et merci beaucoup, Gaëlle, d'être là parmi nous. Ce rendez-vous qu'on a remis plusieurs fois avec le Covid, enfin bon, bref, la crise sanitaire et tout. Et donc là, enfin, on y arrive à vous recevoir parce que ça fait longtemps qu'on vous lit, La part des flammes, la légende du réveillé, voilà, j'avais le titre qui ne revenait pas. Des livres formidables, et puis évidemment on est tellement heureux de vous recevoir pour ce magnifique livre, Le Bureau éclaircissement des destins, un livre vraiment absolument incroyable, magnifique, innovant, un livre d'enquête historique, puisque le personnage, d'ailleurs vous dites vous-même, Irène, le personnage principal, est une sorte de Sherlock Holmes des archives, et donc un livre sur un sujet tellement terrible qui est de retrouver sur la spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc Irène est donc en quête, se retrouve avec des objets, alors notamment un pierrot, enfin des objets qui n'ont pas forcément des valeurs marchandes, mais qui ont des valeurs évidemment sentimentales, et donc elle se retrouve avec ces objets qui ont appartenu à des personnes qui ont disparu dans les camps d'extermination, et elle tente de retrouver les descendants, les gens qui sont concernés par ces objets, et donc il y a toute cette enquête qui est menée, et c'est un roman à la fois magnifique, émouvant, mais aussi un livre d'enquête très très poussé. Voilà, et magnifique. Et puis dans votre style, une grande fresque comme La part des flammes, enfin voilà, Une femme révélée. Voilà, tous les livres qu'on a adorés de Gaëlle Laurent, et qui est tellement heureux de recevoir ce soir. Voilà. Bon, j'arrête. Je vous rappelle que donc le 23 mai, on aura Cécile Ladjali, qui sera là pour son livre politique. Annie est mon jour préféré. Voilà, merci. Annie, mon jour préféré. Et donc, le 23 mai, ça va complètement différent. Voilà. C'est autre chose, c'est parce que je voulais dire justement, mais je l'annonce, que je viens d'apprendre juste avant d'arriver que Cécile Chabot, qu'on recevait l'autre fois, vient de recevoir un grand prix justement dont le nom m'échappe, enfin on peut dire à ça. Voilà. Sur en la page, fait, son premier prix. Je ne passe pas avec des prix sinon. Oui, parce que je ne vous ai pas précisé que Léonora a reçu le prix RTL et bon, ça vous l'avez lu dans nos nombreuses newsletters qu'on vous envoie de nombreuses fois. Voilà. Merci, et puis merci beaucoup pour cette introduction qui m'a droit au cœur. Merci. Alors, également, je vous remercie encore une fois d'être venu. Effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle depuis la sortie du livre consacré à Descos. Je crois que là, vous avez déjà beaucoup de lecteurs fidèles ici, mais je suis sûr que dans une heure, il y en aura encore plus. Et effectivement, je suis particulièrement content de me recevoir pour ce livre-ci, qui est vraiment une réussite formidable. Comme disait Catherine, c'est à la fois une enquête historique, un roman presque à suspense. Enfin, c'est très romanesque en même temps, et puis ça nous fait nous poser aussi beaucoup de questions. Ça a aussi beaucoup de reflets avec des choses très contemporaines qui se passent. Alors, en deux mots pour ceux qui vous découvriraient ce soir, vous êtes donc c'est votre 5e roman, hein, et les premiers, on a dit les titres, ils se trouvent en poche si vous les voulez tout à l'heure. L'encre des rêves en 2007, La part des flammes
en 2015, qui a été peut-être celui qui vous a le plus lancé au départ. La légende d'un dormeur éveillé qui autour de la figure de Robert Desnos, qui est là aussi une très grande réussite en 2017, et la femme révélée en 2020. Tous ces romans, d'ailleurs, me semble-t-il, ont un point commun, c'est qu'ils ont quand même tous un certain lien avec l'histoire, et que le fantôme de la guerre ou des flammes ou des choses comme ça court chacun de ces livres. Donc vous direz peut-être, s'il n'était pas logique finalement que vous écriviez peut-être sur cette période, mais j'aimerais vous poser une question qui est tout à fait en dehors du livre. Une petite curiosité, c'est que je m'aperçois qu'entre l'encre des rêves 2007 et la part des flammes, il s'est passé 8 ans. Alors, je me pose la question, que s'est-il passé pour est-ce que vous vouliez arrêter d'écrire? Non, je ne voulais pas arrêter d'écrire, mais à cette période-là, j'ai eu très vite en fait le sujet de la part des flammes, puisque l'encre des rêves est sorti en 2007, et la part des flammes, en fait, le sujet, je l'ai eu à l'été 2004. Et j'ai mis un petit moment à aller vers ce sujet de la part des flammes, parce que j'avais très peur de l'ampleur de documentation que ça représentait à juste titre. Et donc, pendant un moment, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas prendre ce sujet-là, c'est trop de boulot. Donc, je vais essayer d'en attendre un autre, mais ça ne venait pas, parce que je n'ai qu'un sujet à la fois, c'est mon drame. Donc, tant que le sujet n'est pas, tant qu'une idée n'est pas réalisée, elle reste, il n'y en a pas d'autre qui vient. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, tant pis, je m'y mets. Mais je travaillais aussi à plein temps à l'époque. Donc, la part des flammes, déjà, c'est 4 ans. 4 ans de travail. Parce qu'il y a beaucoup de recherches. Et au bout de 4 ans, je l'ai fait lire à mon éditeur de l'encre des rêves, qui l'a refusé. Alors, donc, en fait, il est resté, ce livre, à peu près 3 ans dans les limbes, dans un tiroir. Et je n'avais pas le courage de recommencer. J'avais mis 10 ans à publier mon premier roman en l'envoyant des livres par la poste. Et j'avais pas le courage de recommencer tout ça parce que l'écriture de la part des flammes avait été en elle-même très fatigante. Donc, je l'ai un peu, je l'ai mis dans un tiroir, je l'ai fait très peu lire. Et puis, cette situation s'est débloquée grâce à Tatiana Drenet, puisqu'elle était venue, à l'époque j'habitais à Toulouse, je travaillais pour des librairies, d'ailleurs je faisais un peu de la médiation littéraire aussi, des portraits d'auteurs, et elle est venue me voir, et puis elle avait travaillé sur le 19e siècle pour un CD, et elle se souvenait que j'avais travaillé sur le 19e. Donc elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour ton roman du 19e là? Et je lui ai dit, écoute, ça ne s'est pas passé, j'ai fini, mais personne n'en veut. J'ai même pas envie de t'en parler en fait, ça me déprime trop. Et elle m'a dit, c'est exactement ce qui lui était arrivé pour Elle s'appelait Sarah. Elle était restée 4 ans sans éditeur. Et donc elle pouvait très bien comprendre ce que ça représentait de grosses déprimes. Et elle m'a dit, j'aimerais bien le lire. Et je ne voyais pas l'intérêt de lui faire. Mais bon, comme elle insistait, j'ai fini par lui faire lire. Et elle a adoré, et on en a parlé à Héloïse d'Ormesson, et je crois que 2 jours après, j'avais un contrat. Et donc, ça a été c'est ce qui a débloqué le destin qui était un peu pourri de la part des flammes. Et là, à partir de là, ça s'est inversé, c'est-à-dire que ça a été l'inverse. Tout s'est aligné, comme les astres. Alors parfois, je me dis, est-ce qu'il ne fallait pas tout ce désert pour qu'après les astres s'alignent pour ce livre et que finalement ça soit une si belle histoire. Il faut dire que la part des flammes a redonné vie, enfin relancé la vie de l'encre des rêves aussi, puisque ça a apparu mais l'encre des rêves, ça n'a jamais été... poche. Ouais, mais l'encre des rêves, c'est un peu mon enfant mal aimé, je pense. Bon, enfin, en tout cas, pour ce qui concerne la période dont on parle dans le bureau d'éclaircissement,
peut-être là encore dire un mot un peu personnel, parce que je crois que c'est une période qui vous intéresse depuis très longtemps, la période de l'occupation, la Shoah, tout ça, enfin, toute cette période-là. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que c'est par exemple par une rencontre, une discussion, un héritage familial par exemple, enfin, quel est votre rapport avec cette période? Pourquoi est-ce que ça vous interroge à ce moment-là? Alors, oui, on peut dire que c'est un héritage familial qui est maternel chez moi. C'est du côté maternel. C'est ma grand-mère et ma mère. Et ma grand-mère, alors je précise que moi j'ai une famille qui n'a pas fait partie des victimes du tout. C'est pas... En fait, ma grand-mère était une adolescente pendant la guerre de 40. Elle avait une vie plutôt protégée, je pense. Et quand bien même, malgré ça, eh bien, elle a été marquée à vie par plein de choses. Ça peut être ce qui peut apparaître pas si grave, mais voir des juifs dans le dernier wagon du métro avec des étoiles. Pourquoi ils sont dans le dernier wagon, pourquoi on les marque, pourquoi on les met à part, etc. Des choses comme ça l'ont énormément choquée. Et elle m'en a toujours parlé quand j'étais petite. Parce que c'était inexplicable. Et puis dans l'éducation qu'elle avait reçue, rien ne pouvait apporter de réponse ou de sens à cette chose-là. Qu'on mette de côté, qu'on distingue dans la population des gens pour les marquer, pour les décider qu'ils sont la lie de la terre et qu'ils vont voyager en vers des wagons, etc. Et puis évidemment tout ce qui s'ensuit. Et à la toute fin de la guerre, elle est tombée, c'est elle qui a ouvert le journal, il y avait les photos, les premières photos d'Auschwitz, les premières photos des camps. Et ça l'a énormément choquée. Donc elle avait à peu près 14 ans à l'époque. Et sa mère, ses parents avaient un domaine viticole dans les Pyrénées-Orientales et ils employaient notamment à l'époque des réfugiés allemands comme ouvriers du MAS. Et donc elle a couru avec le journal là-bas au MAS, elle les a fait lire, elle a étalé le journal, elle a dit regardez ce que vous avez fait. Et elle m'a toujours raconté ça parce qu'elle m'a raconté que ces hommes étaient tous en larmes en voyant les photos. Donc elle m'en a parlé très très tôt. C'est aussi quelqu'un que j'ai toujours vu se battre contre toutes les injustices, se battre vraiment tout le temps pour aider les gens qui avaient moins d'argent, les gens qui avaient pas de chance. Enfin, elle a toujours été, et nous quand on était en vacances, moi c'est une grand-mère que j'adorais, et quand j'étais avec elle, elle me mêlait à tout ça. Donc je me souviens un petit détail, c'est vraiment un tout petit détail, mais quand on arrivait à Noël et on allait avoir des cadeaux de Noël, on devait toujours donner un jouet qu'on aimait vraiment pour des gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter, d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Et donc, avec mon frère, on râlait beaucoup, on trouvait ça... on n'avait pas non plus des foules de jouets, je trouve qu'on n'était pas très gâtés, donc on trouvait que c'était dur quoi, de séparer d'un jouet qu'on aimait. Et puis une année, elle nous a emmenés comme ça, voir des gens comme ça qui n'avaient pas... Et là, on était tout contents de donner le jeu. Et à partir de là, on a compris à qui on les donnait et pourquoi ça avait du sens. Et donc, c'est vrai que ma grand-mère, c'était vraiment pour moi l'incarnation de la solidarité. Et même quand j'avais 12 ans, j'avais déjà vu Les Brouillards, j'avais vu toute la série Holocauste. Et alors, comme à l'époque, un sujet que je découvrais, il fallait que je l'appréhende par la lecture, c'était vraiment mon moyen. Et que la lecture, pour moi, c'était un truc que je volais, que je cachais plutôt. Donc là, j'empruntais des livres, je disais que j'empruntais des livres pour ma mère, donc là, je les empruntais pour moi, je les cachais sous mon lit. Et donc à cette période, j'ai lu déjà pas mal de littérature concentrationnaire, sans doute peut-être trop tôt, enfin, j'ai pas du tout fait ça avec ma fille, elle a attendu beaucoup plus longtemps, mais ça ne m'a jamais quittée à partir de là. J'ai l'impression qu'à 12 ans, j'ai perdu une forme d'innocence, même par rapport à la solidité de la société pour protéger ses citoyens, choses comme ça. C'est tout de suite, oui, c'est une innocence qui se déchire, quoi. Et je l'ai pas perdue. J'ai toujours travaillé là-dessus. J'étais du genre à aller faire 2 heures de route pour voir un endroit où on avait assassiné un résistant au bord d'une route. Enfin,
toujours continué à faire ça. J'ai beaucoup lu et j'ai jamais pensé que j'écrirais vraiment là-dessus. Quand j'ai écrit sur Robert Desnos, j'ai pas vraiment voulu l'accompagner dans les camps parce que je trouvais que c'était trop compliqué de l'accompagner là, parce que j'avais plus le lien de sa poésie, puisqu'on n'avait pas les poèmes qu'il a écrits dans les camps, ils ont été perdus. Donc j'ai un peu contourné cet obstacle, mais déjà travaillé sur cette période. Et puis avec celui-là, je me suis dit, c'est le rendez-vous. J'ai su à un moment qu'il y avait un rendez-vous qui m'attendait depuis longtemps avec ce livre. Oui, alors ce livre, justement, c'est ce qui me semble le déclencher, c'est la rencontre d'une part avec un lieu et une personne. Le lieu, on va en parler tout de suite si vous voulez, et la personne, c'est votre personnage, mais qui est inspiré, je crois, d'une conservatrice qui travaille dans ce lieu, Irène, donc, qui est le personnage principal du livre. Est-ce que on pourrait tout simplement commencer par lire un peu le début et puis en parler plus tranquillement? Puisque le début, justement, nous présente l'arrivée d'Irène dans ce lieu. Alors... Ok, parfait. Alors, chaque matin, elle vient par les bois. À mesure qu'elle traverse l'opacité des arbres et la nuit, Irène sent que la forêt dépose en elle quelque chose d'ancien qui se recrée sans cesse, une poussière de fantômes et d'humus. Elle roule dans le rayon jaune des phares et, peu à peu, glisse des ténèbres vers la lumière. Dans la petite ville, les volets fraîchement repeints s'ouvrent sans grincer. Les cheminées fument dans le matin brumeux. Rien ne dépasse, n'échappe à la vigilance des voisins. Irène aperçoit le boucher qui lève son rideau de fer. Quand elle lui adresse un signe amical, il fronce les sourcils, le regard troublé par un fond de méfiance. Il y a plus de 25 ans qu'elle s'est installée ici, mais les habitants de Bad Arolsen la voient toujours comme une étrangère. Cette Française qui les juge par en dessous et vient remuer avec d'autres qui lui ressemblent de vieilles histoires qu'il serait temps de laisser dormir. Elle freine sec pour laisser passer un cycliste avant de s'engager dans la longue allée boisée qui serpente entre les arbres. Au fond du parc, les bâtiments modernes abritent des dizaines de kilomètres d'archives et de classeurs que l'on pourrait longer des heures sans entendre les cris, les silences qu'ils renferment. Il faut avoir l'oreille fine et la main patiente, savoir ce que l'on cherche et être prêt à trouver ce que l'on ne cherchait pas. Irène est toujours émue de découvrir la plaque discrète. La première fois qu'elle avait gravi ces marches, elle avait déchiffré les mots « International Tracing Service » sans savoir ce qu'ils signifiaient. Elle n'était qu'une gamine, expatriée par indépendance, qui était restée par amour, suivant son fiancé dans une région cernée de forêts, où elle devrait déployer beaucoup de bonne volonté pour être acceptée, sans jamais y parvenir vraiment. Ce lieu était devenu, au bout du compte, ce qui se rapprochait le plus d'un chez elle. Même après que l'amour l'avait désertée, quand elle s'était retirée en lisière de ville, avec un enfant partagé entre deux maisons, elle n'avait pas imaginé repartir, parce que chaque fois qu'elle gravit ses marches, elle se sent à sa place, chargée d'une mission qui la dépasse et la justifie. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, ce qui est plaisant vraiment dans ce roman, c'est à la fois ce style très travaillé, mais très fluide, enfin, qui se lit aisément et qui est d'une belle qualité sonore aussi. Alors, j'ai noté justement, je vais parler là-dessus, sur l'entrée finalement dans le roman, et notamment ce très bel incipit sur le fait qu'elle traverse la forêt comme pour rentrer dans le roman, et aussi peut-être la forêt qui représente peut-être
la forêt des archives, la forêt de la mémoire, et l'obscurité de la nuit qui serait peut-être l'oubli aussi, contre lequel elle va lutter. Oui, une autre chose, deux autres choses qui m'ont frappé aussi dans votre lecture. D'abord, le très beau passage sur la définition de la recherche qui dit il faut avoir l'oreille fine pour trouver ce qu'on ne cherchait pas, finalement. Et ensuite, le fait que vous appuyez aussi sur un mot qui me semble important, qui est le mot mission. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un caractère un peu sacré dans le travail qu'elle fait? Oui, bien sûr, il y a un travail sacré, parce que Irène, son travail, c'est de faire la lumière sur le destin d'une victime de la persécution nazie. En général, son travail, c'est de faire ses recherches pour savoir ce qu'est devenu une victime pendant la guerre, à la demande de ses proches. Donc, c'est sacré, parce que, évidemment, elle cherche ce que sont devenus des gens qui souvent sont morts ou disparus là. Donc, sont la dernière trace. Aussi, si je peux me permettre, parce qu'il y a tout un tas de rites dans la recherche, très méticuleux, très... Bien sûr, parce que les traces, donc cet endroit qui est le plus grand centre d'archives sur la persécution nazie, est-ce que vous connaissiez cet endroit, vous, l'International Tracing Service? Voilà. Oui, parce que moi non plus, je ne connaissais pas. Et je pense que c'est pas que finalement les gens qui connaissent cet endroit sont des gens qui ont eu affaire à lui. Donc, mais que pour le grand public, en tout cas, c'est pas connu. Alors que c'est le plus grand centre d'archives sur la persécution nazie, donc ça peut paraître très paradoxal. Mais parce que ils ont rassemblé des 17 km de linéaires d'archives depuis la guerre pour chercher les gens. Pour chercher des gens, chercher ce qui est arrivé aux gens. Donc, c'est très particulier par rapport à d'autres archives. Et c'est des archives qui sont classées par ordre alphabétique et phonétique. Vraiment, ce sont les gens qu'on cherche. C'est comme un énorme moteur de recherche. Et donc, elle fait ça. Ces traces sont des traces fragiles, la plupart du temps, puisque c'est des traces, par exemple, de l'administration allemande. Elles ont été gardées, ces traces, avec du mauvais papier, du papier de guerre. Aujourd'hui, par exemple, on les manipule le moins possible parce que ces traces, dès qu'on les manipule, tombent littéralement en poussière. Et que pour les restaurer, ça coûte très très cher. Donc, mais pendant alors, donc c'est extrêmement précieux. Souvent, ça peut être des bouts de papier griffonnés à la main par un SS, ou alors par un fonctionnaire allié, des papiers remplis par des déportés au crayon à papier. Alors imaginez, 70 ans plus tard, l'état des traces. Et alors en plus, ce qui n'a pas aidé, c'est que les archivistes qui travaillent là, qui sont donc surtout des détectives, comme des détectives des traces, pendant très longtemps, ils n'ont pas eu particulièrement d'égard pour ces traces. Parce que pour eux, elles étaient juste un outil de travail. Et donc, aussi bien ils poinçonnaient, ils s'en perdaient, tac tac, ils griffonnaient dessus. Voilà. Il a fallu attendre très longtemps, il a fallu attendre le début des années 2000 pour que les gens qui travaillent là réalisent à quel point les traces en elles-mêmes étaient précieuses. Donc aujourd'hui, elles sont en grande partie numérisées, les originaux sont dans un dépôt et sont très peu manipulés. C'est vraiment... mais voilà. Donc tout ça, ça fait que c'est un peu sacré aussi. Voilà. C'est sacré parce que ces traces sont fragiles, parce que souvent ce sont les dernières traces de gens qui ont disparu. Et donc elles ont une valeur particulière. Et puis c'est des victimes. Donc des victimes dont parfois il ne reste que ça. Oui, donc il y a un double geste qui est celui de la conservation et aussi celui de la restitution, ce qu'on va voir avec certains objets qui sont très difficiles à identifier. Et je parlais aussi du caractère sacré à cause de notamment sa traversée de la forêt, d'aller vers la lumière, finalement, parce qu'il y a quelque chose aussi dans le nom d'Irène qui nous indique qu'elle aussi va accomplir un certain parcours. Absolument. C'est peut-être un peu si bien ce que je dis. Oui, j'ai choisi son prénom
D'abord parce que je trouvais qu'Irène c'était un beau prénom pour une archiviste. Moi j'adore ce prénom en plus. Mais parce que c'est la paix. Donc je l'ai un peu chargée de la paix dès le début. Ce qui ne voulait pas dire que ça serait facile d'apporter la paix aux gens à qui elle s'adresse, mais ça voulait dire que c'était quand même un petit peu dans le programme. En tout cas, dans l'idée de départ, dans l'intention d'Irène, il y a cette idée d'apporter une forme de paix aux descendants. Et, oui, j'ai noté un détail qui est loin d'en être un aussi, c'est que ce centre l'ITS se trouve dans une ville qui s'appelle Haraldsen, et dont vous dites que c'est une ville SS parce qu'elle était dirigée par un SS proche d'une mère d'ailleurs, enfin bon bref, et vous notez à ce propos, enfin c'est une périphrase en disant cette ville dont le prince avait été un nazi. Alors évidemment ça nous fait penser à autre chose, ça nous fait penser au titre de mon père, la ville dont le prince est un enfant. Et je tenais à souligner ça tout de suite parce que dans votre texte, dans votre roman, il y a partout des petits cailloux comme ça, des petites allusions à soit des œuvres littéraires ou des chansons ou des films, des choses comme ça, qui aussi d'abord recontextualisent en quelque sorte et font appel aussi à notre mémoire de lecteur et d'auditeur. Oui, et ben, tout à fait. Et il y a aussi, par exemple, il y a pas mal de comparaisons. Il y a le motif des contes de fées qui revient souvent dans le livre parce que Bad Arolsen est à quelques kilomètres de Kassel, qui est la ville des frères Grimm. Et c'est vraiment le pays des contes, en fait, cet endroit-là. C'est un pays de forêts. Il y a des lacs et des forêts. Et quand vous arrivez, moi je suis arrivée là-bas de nuit, et il y a comme ça une route avec les masses obscures des bois. Et on se croirait vraiment dans un conte. Et c'est vrai que cette ville dont le prince est un nazi, ça fait vraiment... Moi, ça me faisait penser, mais même à Michel Tournier, enfin, il y a des choses comme ça convoque un imaginaire de conte. Ça convoque les ogres, par exemple. Ils sont tout de suite là. Et donc, c'est vrai qu'ils sont aussi dans mon livre. D'accord, bien sûr. Il y a un personnage qui apparaît très rapidement dans le livre et qui était extrêmement important, c'est Eva. Alors, Eva, qui est, en fait, c'est la femme qui va accueillir Irène. Elle est plus ancienne qu'elle, puisqu'elle, c'est une des premières à avoir travaillé, une historique de ce centre. Et là encore, voilà, c'est la première qui la prend sous son aile, c'est la première à avoir travaillé au centre, comme on le disait, c'est la première complice aussi dans le travail, puisqu'elles vont avoir une amitié, et c'est un travail qui en même temps est un peu clandestin. Alors, cette première femme qui s'appelle Eva, évidemment, j'imagine pas pour rien, parce que justement, elle a ce rôle. Est-ce que c'est pas elle qui finalement entame le roman et va révéler Irène à elle-même, la femme révélée, comme dirait. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'avais besoin. Eva, elle est née de la nécessité que j'avais de former Irène. J'avais besoin que quelqu'un la chaperonne et la forme. Et que cette personne soit quelqu'un de très bien. Parce que vous verrez, ou vous avez vu, si vous l'avez lu, que l'histoire de ce centre d'archives, c'est que c'est un outil impur. C'est vraiment une sorte de machine impure qui est traversée par plein de préoccupations et de buts politiques qui biaisent sans cesse les missions de ce centre d'archives au fil de son histoire, avec des directions changeantes dont certaines sont plus ou moins honnêtes, etc. Et donc, j'avais besoin que Irène soit formée par une personne qui allait faire d'elle quelqu'un d'extrêmement dévoué aux victimes et qui allait tout de suite la plonger dans le cœur de sa mission. Et Eva est la personne adéquate parce qu'Eva, non seulement c'est une des premières employées
du centre d'archives, donc elle représente la mémoire de ce centre d'archives, mais en plus c'est une ancienne déportée, parce que les premiers employés du centre étaient pour la plupart des personnes déplacées et pour beaucoup des anciens déportés. Donc elle, évidemment, quand on est formé par quelqu'un qui a un matricule sur le bras, tout de suite les choses sont très très concrètes. On sait tout de suite pour qui on travaille. Et quand j'ai créé Eva, je me suis dit tout de suite, je me suis rajouté un fil d'enquête, parce qu'Eva, tout de suite j'ai su que c'était un personnage important et que j'étais obligée d'aller chercher l'histoire d'Eva aussi. En tout cas, de lui donner vraiment une place importante dans le livre. D'ailleurs, à ce propos, comme vous l'avez très bien dit, le personnage d'Eva fait un peu le lien entre l'archive et le témoin, elle transmet à Irène ce que c'est. Et j'ai noté une phrase là, qui est très belle, d'ailleurs, à propos de la rencontre d'Eva et d'Irène, de cette première rencontre avec Eva, Irène conserve le souvenir du vertige. Et alors là, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer toutes ces allitérations en V. Elle rencontre avec Eva, Irène conserve le souvenir d'un vertige. Et je me suis dit, mais elles sont liées par le son et par le sens. Et finalement, il y a quelque chose de très presque physique dans leur complicité et peut-être un peu de leur destin. Oui, parce que évidemment, Irène, elle arrive dans ce centre en 1990. À l'époque, il est dirigé par le Comité international de la Croix-Rouge. Elle va découvrir à la fois tout en même temps, et peu à peu aussi, à la fois ce qu'on fait là. C'est-à-dire, donc, en 1990, on cherche encore des choses sur des victimes de la guerre. Ça, elle trouve ça fou. Comment c'est possible si longtemps après la guerre. Bon. Et ensuite, elle va découvrir en même temps qu'il y a un directeur très particulier, avec des règles du jeu très particulières, et que Eva représente une sorte de résistance à ce directeur. Voilà. Donc tout ça, elle va naviguer un peu à vue au début, et puis petit à petit comprendre ce qui se joue là. Mais j'en profite tout de suite pour dire, parce que c'est souvent une question que me posent des lecteurs avec ce livre. Qu'est-ce qui est fictionnel, qu'est-ce qui est vrai, c'est vraiment un roman, c'est-à-dire que Eva est un personnage de fiction, Irène aussi, même si elle est inspirée, nourrie par quelqu'un de vrai. Tous les personnages de ce livre sont fictionnels, les enquêtes aussi, mais je voulais vraiment qu'on puisse rien apprendre de faux historiquement avec ce livre. Donc, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire à chaque roman. Mais là, j'ai peut-être poussé ça encore plus loin. Donc, il y a vraiment... tous les personnages sont vraiment nourris par la document historique et imbriqués à la réalité historique. Ce qui fait qu'ils auraient tous pu exister, déjà, et qu'ils ont sûrement peut-être existé. C'est-à-dire des gens qui leur ressemblent, c'est sûr. Oui, parce qu'il faut dire que chaque chapitre du livre porte le prénom d'une personne, et que ces personnes dont on retrouve d'abord très difficilement la trace, qu'on arrive à identifier ensuite, au fil du roman, et c'est ce qui en fait tout le suspense, si je puis dire, eh bien, on va en apprendre de plus en plus, on va voir les liens qu'ils ont les uns avec les autres, on va leur découvrir peut-être des descendants, ou alors au contraire s'apercevoir qu'ils ont disparu dans la nature, rechercher des traces, retrouver des photos, des choses comme ça. Donc, c'est finalement, il y a pratiquement 30 personnages principaux dans ce livre. Oui, on peut dire ça un peu, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas tous, dans l'histoire, la même importance, mais en tout cas pour moi, ils ont tous la même importance. J'ai travaillé autant sur chacun d'eux, même des tout petits personnages, même des personnages qui font une petite apparition. Mais parce que c'était très important pour moi que tous ces personnages soient incroyablement incarnés. Je voulais qu'ils soient vrais. Je crois que je voulais que tout soit vrai dans ce livre. Et je voulais montrer, et je voulais aussi montrer qu'avec un roman, on pouvait servir vraiment
la vérité, déjà la vérité humaine, mais aussi la vérité historique. Et que ça me paraît important parce que c'est une forme comme une autre, mais c'est une forme comme une autre pour transmettre, je crois. Mais c'est une forme qui est très puissante. Moi je trouve, je suis une grande lectrice de romans, j'en écris, et je sais la force des romans. Et je vois bien d'ailleurs avec des lecteurs aujourd'hui, souvent les gens sont bouleversés par mon livre, et souvent ils me disent que les passages qui sont durs les ont foudroyés. Et or, les passages qui sont durs dans mon livre, ils sont moins durs que ceux qu'on va trouver dans des livres de littérature concentrationnaire, par exemple. La différence, c'est que dans mon livre, on n'est pas extérieur à ce qui se passe, on est avec les personnages. Donc, quand il leur arrive des choses dures, on le prend en pleine poire, on est dedans. Et du coup, forcément, ce qui leur arrive nous arrive un peu. Et c'est pour ça que le roman, c'est un moyen puissant de raconter l'histoire aussi. Est-ce qu'on peut dire deux mots des objets, et dont d'ailleurs il y a une très belle citation au début du livre, que vous découvrirez, où on parle des sanglots des objets morts. Des objets morts, et c'est Rachel Auerbach. Et en fait, on peut dire que dans ce livre, il y a trois principaux objets qui sont j'en oublie pas la moitié. Voilà, un médaillon, une petite poupée de chiffon. Voilà, un petit pierrot comme un petit doudou de tissu. Voilà, et aussi le troisième, c'est un mouchoir brodé. Alors on ne vous dit pas ce qui est brodé dessus parce que c'est un élément de suspense. Mais alors, ces objets, c'est ça qui est beau dans ces faits. Le fait qu'ils n'ont apparemment aucune valeur, c'est ça qui va leur donner toute leur valeur, parce qu'en fait, ces objets insignifiants, on va les rendre signifiants. Ce sont eux qui vont permettre de retrouver les personnes, et finalement, ce sont les objets morts qui vont nous permettre de retrouver des personnes vivantes. Oui, aussi, c'est vrai. Ces objets, juste dire qu'ils sont conservés dans ce centre d'archives depuis l'après-guerre. Ils ont été retrouvés dans certains camps de concentration, très peu. Quand vous arriviez dans les camps de concentration, et c'est vraiment les camps de concentration, pas les camps dits de la mort, c'est-à-dire les centres de mise à mort. Quand vous arriviez dans ces camps, vous étiez dépouillé de tout. Tout ce que vous aviez était mis dans une sorte de greffe qu'on appelait le dépôt des effets personnels. La plupart du temps, on n'a pas retrouvé les objets de ces dépôts personnels de tous ces camps. Il y en avait énormément après la guerre. Dans certains camps, on a retrouvé des objets. Neuengamme, Dachau, la prison de la Gestapo de Berlin, en gros. Il peut y avoir des objets d'ailleurs, mais en gros, c'est les trois sources, c'est les trois lieux. Donc ces objets, on ne savait pas quoi en faire. Ils les ont confiés au centre d'archives après la guerre. Et ils en ont restitué une partie juste après la guerre. Et puis ils sont restés très très longtemps dans les placards. Et en 2016, la directrice du centre, la directrice actuelle, qui est française d'ailleurs, a dit, mais il faut qu'on les rende. Parce que les propriétaires de ces objets sont morts, probablement tous, mais ils ont sans doute, peut-être en tout cas des descendants, pour qui ça aura du sens d'avoir ces objets. Alors, donc ils ont pas de valeur marchande, ces objets. S'ils en avaient, ils auraient été volés. Donc, c'est ce qui leur a valu d'être là, c'est d'être vraiment des objets de rien du tout. Quand moi je les ai vus, les vrais, ils sont très émouvants justement parce qu'ils sont sans valeur. C'est des petits bijoux de pacotille, c'est des montres, des montres usées qui ne marchent plus, c'est un petit outil de vitrier, par exemple, tout usé. On a l'impression que toute la vie de l'homme est dans son petit objet. Il y a des photos, il y a des portefeuilles, il y a des alliances. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, ces petits objets de rien, cette dame décide qu'on va les rendre et qu'on va faire des enquêtes qui sont longues et compliquées pour déjà savoir ce qui est arrivé au propriétaire de chaque objet ou à la propriétaire, et ensuite essayer de retrouver des descendants qui, eux, peuvent être répartis, dispersés à travers le monde entier. Donc, c'est des enquêtes incroyables, quoi. Et
là, la différence avec le reste de leur mission, c'est que les gens n'ont rien demandé. Les descendants, ils ne savent même pas que ces objets existent. Donc, un beau jour, c'est vraiment le passé qui vient frapper à leur porte. D'ailleurs, à un moment, je compte en parler plus tard, mais il y a un très beau chapitre qui s'appelle Lazare, je pense, où on a cette image d'une branche qui frappe à sa vitre, et on a vraiment l'impression que c'est les morts qui frappent à la vitre pour pouvoir rentrer dans sa vie, quoi, et se manifester en tout cas. Et, je fais quelques petites remarques parce qu'évidemment, toute cette recherche qu'elle a effectuée, Irène, on ne sait pas d'ailleurs bien pourquoi au départ, mais elle a beaucoup de conséquences dans sa vie aussi à elle, sa vie actuelle. Et alors j'avais noté deux, trois petites choses qui m'ont intrigué, notamment elle a un grand-fils, enfin un fils de 20 ans, dont vous nous dites, je vous dis les trois choses que j'ai notées, dont vous nous dites qu'il fait ses études à Göttingen, ce qui n'est pas très étonnant parce que Göttingen est une ville universitaire évidemment, et d'autre part, il fréquente beaucoup une famille de ses amis qui sont les Glaser. Or, Göttingen, Glaser, évidemment, ça nous fait penser à Barbara et à la chanson de Barbara Göttingen et Denise Glaser, et toute cette histoire. Denise Glaser, qui d'ailleurs elle-même était une rescapée de cette période et une résistance, enfin bref. Et en plus, c'est très beau qu'il travaille dans cette université, puisque Göttingen, c'est le champ de la réconciliation, quoi, si on veut. C'est vrai. Et d'autre part, j'ai noté que, oui, à un moment, elle téléphone à un ami qui est un de ses anciens, son premier petit ami, visiblement, enfin, donc, qui est devenu son meilleur ami. Je crois qu'il est à Paris, il téléphone à Allemagne, et puis bon, il bavarde de diverses choses, et à un moment, il lui dit, alors vous faites ça de façon très allusive, il lui dit, oui, qu'il se dépêche parce qu'après, il va aller à la cinémathèque voir un film de Robert Bresson. Alors, vous ne nous dites pas lequel, mais alors, j'ai pensé que c'était forcément un condamné à mort, c'était Vadeur, puisque c'est un film de 56, mais qui raconte un épisode, ça se passe en 43 dans une prison de Lyon. C'est magnifique ce film. Voilà. Donc, dans le même ordre d'idée, vous faites allusion à un moment à un livre de Germaine Tillon sur une trompe, etc. Bon, je ne vais pas enlever tous les trucs, mais finalement, quelle est la fonction de tous ces indices, ce dont on parlait tout à l'heure? Est-ce que ce sont des bribes de mémoire qui lui reviennent, ou est-ce que ce sont des rappels ou des échos qui sont faits dans nos vies de ce qui s'est passé plus tard? Moi, je pense que parfois, j'ai pas toujours choisi de mettre ces échos. Ils sont venus malgré moi. Vous citez aussi très important le film de Lanzmann, Sobibor, qui est là. Bon, alors ça j'ai fait exprès, évidemment, Lanzmann, puisque ça a fait partie de mes films de chevet pour écrire ce livre. Je pense que j'ai revu 4 fois Shoah et les autres films. Mais c'est vrai que c'est aussi notre mémoire collective, elle est faite de petits échos. C'est vrai que Göttingen, moi quand j'ai vu qu'à côté d'Arolsen, la ville principale universitaire c'est Göttingen, évidemment que c'est Barbara. Que par exemple, quand un peu plus tard on se promène à Thessalonique et qu'il y a le marché Modiano, voilà, moi j'ai mis le marché Modiano parce qu'évidemment pour nous Modiano c'est aussi Modiano. Et donc c'est rappelé que Modiano, la famille Modiano, elle vient de cette histoire juive de Thessalonique. Et donc, c'est à la fois des échos de ce qui nous nourrit tous les jours, mais à la fois, ça les ravive d'être tout à coup, on est vraiment à Göttingen, on est vraiment dans le marché Modiano, voilà, tout ça tout à coup est ravivé, ça sort de... Tout à coup, on le voit, on ne le voyait plus dans la mémoire. C'est une sorte de mot de passe, si je puis dire, forme un contraste très fort, justement, avec
une autre sorte de mots de passe, mais beaucoup moins sympathiques, qui sont ceux des nazis, qui eux utilisent toujours un vocabulaire détourné. Par exemple, pour dire gazer, ils disent évacuer, désinfecter, désinfecter. enfin bref, donc il y a tout un vocabulaire comme ça et finalement, est-ce que justement les régimes totalitaires, c'est pas leur point commun que de biaiser le vocabulaire de pervertir le langage, bien sûr, et d'en faire un outil de corruption des esprits, c'est vraiment ça. Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu ça, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a un livre extraordinaire là-dessus qui est LTI, la langue du Troisième Reich de Victor Klemperer. C'est extraordinaire parce qu'il est un contemporain d'Hitler, juif, et toute la guerre, il va analyser la manière dont ses contemporains vont être peu à peu pervertis par la langue hitlérienne, même ceux qui ne sont pas nazis. Et c'est vertigineux. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, ce sont les effets des recherches d'Irène, non seulement sur elle, mais aussi sur le monde qui l'entoure. Parce que par exemple, tout le monde n'est pas ravi de ses activités, notamment son mari, son beau-père, etc. Parce qu'elle a épousé un Allemand et son beau-père était dans la Wehrmacht. Alors évidemment. Oui, est-ce qu'il y a à la fois une incompréhension, la clandestinité un peu de son travail, puisqu'elle ne dit pas trop ce qu'elle fait. En fait, quand elle rentre en 1990, elle n'a pas le droit. Le directeur demande à ses employés de ne rien dire de leur travail à l'extérieur. Ça aussi, c'est spécial. Et vous posez justement la question de la dénazification. On se dit, est-ce que cette dénazification est possible, puisqu'en fait, les gens qui étaient par exemple soldats, comme son beau-père, dans la Wehrmacht, eux, ils ne peuvent pas, ils ont l'impression de s'être battus pour leur pays, quoi, en quelque sorte. Donc c'est très difficile pour eux d'entendre que ce sont des criminels, des criminels de guerre. Et de même, les enfants, par exemple, qui ont été kidnappés ou déplacés, et pour certains placés dans des familles allemandes, eh bien, on peut pas est-ce qu'on doit les retirer de cette famille dans laquelle finalement ils ont grandi toute leur enfance, puisque maintenant c'est ça leur famille, quoi. Donc, ouais. Ça, c'est des vrais dilemmes. Moi, c'est un dilemme que j'ai vraiment découvert avec ce roman. C'est ces enfants qu'on appelait germanisés, qu'on a volés sur les territoires occupés de l'Allemagne, par l'Allemagne. Alors, parfois, ça m'arrive de lire, une lectrice, par exemple, disait ces enfants juifs. Alors non, bien sûr, parce que si vous connaissez un peu le programme nazi, jamais de la vie, ils feraient adopter par des nazis des enfants juifs. Non, ils préfèrent les tuer. Donc, non. Mais par contre, ils vont voler des enfants avec des caractéristiques aryennes, blonds aux yeux bleus, etc. Et donc, d'ailleurs, ils font des tests extrêmement pseudo-scientifiques, mais très élaborés, pour évaluer si vraiment l'enfant est suffisamment aryen pour avoir l'extrême honneur d'être enlevé à sa famille et adopté par une famille nazie. La plupart de ces enfants, ils ont été enlevés très petits, et donc ils ont oublié leur langue maternelle, ils ont oublié d'où ils venaient, ils n'ont plus de souvenirs de leur pays, de leur famille. Et quand après la guerre, on les cherche, c'est un vrai dilemme, parce que leur famille, c'est devenu la famille nazie. Et alors les enquêteurs qu'on appelle des chercheurs d'enfants, qui font partie des associations alliées, il y a une journaliste célèbre qui a fait partie de ces enquêteurs, qui est Gita Sereni, qui en a parlé dans certains de ses livres, qui sont formidables. Donc, quand ils arrivent à les retrouver, ce qui n'est pas simple, parce qu'on a falsifié leur état civil, et qu'ils ne parlent plus du tout la langue, ils n'ont plus de souvenirs, etc., donc c'est très dur de les retrouver. Et quand on y arrive, ils se posaient la question de quel est l'intérêt de l'enfant. Et c'était les seuls qui se la posaient. Parce qu'après la guerre, les enfants, dans l'état, tout le monde pense que les enfants appartiennent aux nations. L'Europe a été saignée par la guerre, donc tout le monde se bat pour les enfants, pour avoir le sang pur, le sang frais des enfants. C'est
pour régénérer l'Europe meurtrie. Donc on considère qu'un enfant, on n'a pas vu au chapitre, que l'intérêt de l'enfant c'est d'être rendu à son pays d'origine. Si les Russes, Polonais, renvoyés là-bas. Même s'il n'a pas de famille. Donc parfois il y a des enfants qu'on a renvoyés en Pologne alors qu'ils avaient tout oublié de la Pologne, et qui ne parlaient plus la langue et qu'ils n'avaient plus de famille en vie. Et on les a mis dans un orphelinat en Pologne. Et un orphelinat où ils étaient tabassés toute la journée parce qu'ils parlaient allemand. Voilà. Donc là, on voit bien que l'intérêt de l'enfant, c'est quand même compliqué. Et des enfants qu'on a une première fois arrachés à leur famille, et puis après qu'on arrache à leur famille d'adoption allemande, souvent c'est un deuxième trauma pour les envoyer où, pour en faire quoi. Mais en même temps, les chercheurs d'enfants se disent, si on le laisse avec des gens qui sont les ennemis qui l'ont arraché, qui lui ont volé sa vie, qui lui ont volé son histoire, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça entraîne dans sa vie d'adulte? Au-delà de l'enfant qui a besoin de rester au même endroit parce que c'est devenu sa famille, le jour où il va grandir et qu'il va comprendre ce qui lui est arrivé, qu'est-ce que ça fait comme personne, quoi? Quelqu'un. Et puis surtout, est-ce qu'on peut légitimer le kidnapping comme un moyen d'adoption voilà, normal, quoi, parce que c'est trop tard et c'est fait. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bonne solution pour ces enfants. C'est un dilemme qui n'a pas d'issue. Toutes les solutions sont mauvaises. Il y a d'ailleurs une très belle page et très forte dans votre livre sur la description de comment ces enfants sont kidnappés, par quelle rue, enfin c'est assez sordide. Et, enfin, vous verrez, on le lisant. On disait tout à l'heure que les morts se manifestaient, mais ils se manifestent peut-être aussi parce qu'on les cherche, et ça se manifeste aussi sous forme d'autres indices, et notamment il y a beaucoup d'écrits. Alors on retrouve beaucoup de témoignages dans votre livre, il y a beaucoup de témoignages écrits, de photos par exemple qui ressurgissent, ou alors de personnes on ne savait pas qui c'était, et puis on identifie la photo parce qu'on a vu un dessin avant, enfin bon, il y a tout un tas de recoupements. Il y a aussi quelque chose qui fait, alors là, ressurgir les corps presque vivants, sont les enregistrements de témoignages, les enregistrements des voix qui ressurgissent comme ça du passé, et aussi des lettres, notamment il y a eu une lettre qu'elle ne sait pas si elle doit ouvrir parce que la lettre n'a pas été décachetée, et ça fait 40 ans, je sais pas combien de temps qu'elle est comme ça, et finalement, vous allez me dire votre sentiment à ce sujet, cette lettre, ces lettres ou ces textes qui n'ont pas trouvé leur destinataire, est-ce qu'ils ne trouvent pas, finalement, avec l'histoire, avec cette recherche, un meilleur destinataire encore, puisque justement ça va passer dans l'histoire? Oui, ça passe dans l'histoire, et surtout ça nous permet d'approcher les disparus, parce que la fameuse lettre qui reste cachetée pendant 40 ans, elle est adressée à un homme qui ne cesse de fuir en fait, hein, qui ne cesse de bouger, et moi je sais que c'est un personnage que je ne pouvais pas attraper. En fait, il est très mystérieux et il le reste, et donc cette lettre elle permet de l'approcher au plus près, en fait. C'est le plus près qu'on puisse faire avec lui. Et c'est pas non plus, on va pas percer tous ses secrets, mais ouais, elle l'humanise, elle l'incarne, en fait, il ne peut être humanisé que par des gens qui l'ont connu et aimé, même s'ils ne l'ont pas entièrement compris, ou qui n'ont pas pu le percer à jour, etc. Et c'est ce qui provoque bien souvent dans le livre, d'ailleurs, l'émotion, quoi. C'est cette impression de réalité, de familiarité avec parce qu'on se dit, finalement, une lettre comme celle-ci, nos grands-parents, n'importe qui aurait pu la recevoir. Complètement. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé dans ce livre utiliser toutes les traces, parce qu'il y a toutes sortes de traces dans ce livre.
Parce que... D'ailleurs, il y a une trace dont on n'a pas parlé. Ce sont les lieux, par exemple, des lieux qui sont, mettons par exemple le ghetto de Varsovie, qui ont été complètement détruits, mais dont la trace reste. Enfin, il y a un personnage justement qui cherche quelque chose sur le lieu de l'ancien ghetto de Varsovie, qui se repère par rapport à des photos pour essayer de retrouver. Absolument. C'est vrai que c'est aussi la mémoire des lieux. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les lieux peuvent nous dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous dire? Moi, j'ai fait, pour ce livre, j'ai fait les voyages que fait Irène. Je les ai tous faits. Et j'avais un peu peur, par exemple, en allant visiter Treblinka ou Ravensbrück, j'avais un peu peur que ça soit comme à Auschwitz. Je veux dire qu'il y ait un énorme tourisme avec des gens qui font des selfies habillés avec des casquettes de Mickey devant des chambres à gaz. Enfin, c'est un truc qui m'aurait non seulement beaucoup gêné, mais aurait fait obstacle avec ce que j'essayais de trouver là-bas, moi. C'est-à-dire vraiment une sorte de spiritualité du lieu. Et puis en fait, moi, je suis allée à l'été 2020 faire ces voyages. À Treblinka, j'étais seule, et à Ravensbrück aussi. Il devait y avoir 1 ou 2 personnes à tout casser sur le site. Et Treblinka, je suis arrivée de la gare à pied, et donc ça fait à peu près 7 ou 8 km. Et je suis arrivée par la forêt, et je suis arrivée par surprise sur le site. Et donc c'était incroyablement impressionnant. Et je me suis dit, parce que la question c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait des lieux après? Qu'est-ce qu'on fait des lieux? Comment on fait pour que... Évidemment, quand on visite Auschwitz aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'Auschwitz de la mémoire. Et ça peut même paraître un contresens par rapport à ce que ça a été, etc. Donc, comment on garde des lieux. J'ai découvert, grâce à ce roman, un autre genre de lieu à côté de Ravensbrück, un camp qui n'est pas visité, qu'on ne peut pas visiter, mais que je cherchais. J'en avais besoin parce qu'une partie de l'histoire se passait là. Et je suis allée le chercher en enjambant une clôture. Je me suis un peu perdue dans les bois. J'avais très peur d'ailleurs de ne pas retrouver mon chemin. Et ce lieu, au début, je n'ai pas su le déchiffrer. Parce que je voyais que, alors c'est vraiment en pleine nature, dans les bois. Tout à coup, il y a par exemple une pancarte rudimentaire en bois rouge et il y a marqué en allemand ancienne rue du camp. Voilà. Mais elle est au milieu de nulle part, c'est pas un musée, mais il y avait des traces que quelqu'un s'était occupé de ça. Il y avait une bannière, en fait j'ai tout ça est dans le livre, mais il y avait une bannière entre 2 arbres où il y avait marqué en allemand la nature efface les traces, je ne retrouve pratiquement plus aucune trace de ma fille assassinée ici. Des choses comme ça, des hyper émouvantes, très fortes, des déportés, des silhouettes de déportés en grillage qu'on ne voit pas, sauf quand la lumière change, ça fait un peu peur, ça ressemble à des fantômes un peu. Et donc je me disais, qu'est-ce que c'est que cet endroit qu'on ne peut pas visiter, mais qui est quand même entretenu, qui est un petit peu entretenu, où il y a des traces de commémoration, par exemple. Et avec mêlé à la nature, c'était très très beau, c'était très fort, ça ressemblait à rien de ce que je connaissais. Et puis il y avait une grande pancarte à un moment, entrez ici à vos risques et périls. Et bon là j'ai eu un peu peur, je me suis dit mince, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit sur le moment c'est peut-être un domaine de chasse. Là j'ai eu un peu peur, je me suis dit il manquerait plus que je me fasse tirer dessus par un chasseur allemand. Franchement, bon. Alors je suis rentrée. Je suis arrivée et puis des mois plus tard, je dois écrire cette scène parce que je dois raconter le voyage d'Irène à cet endroit. Et je cherche et ça m'agace cette histoire de pancarte parce que je ne sais pas l'interpréter cet endroit. Et donc je cherche sur ma barre partout, je cherche domaine de chasse en allemand avec le lieu, nana. Je trouve rien. Et au bout d'un moment, je finis par j'avais photographié la pancarte, donc je finis par taper le texte exact en allemand sur la barre d'entrée Google. Et là, je tombe sur un site en allemand que je ne connais pas. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir écumé le net sur Ravensbrück. Et c'est le site d'une association féministe antifasciste. Et donc, il y a 10 pages en allemand que je traduis. Et donc, je vois que elles ont, en quelque sorte, décidé de s'occuper de cet endroit dont personne ne s'occupait.
après le départ des Russes, qui avaient installé là une garnison, elles ont... donc elles, c'est des femmes assez jeunes, des jeunes filles parfois, et à cet endroit, en fait, il y avait un camp pendant la guerre pour jeunes filles asociales. Donc c'était les jeunes filles qui n'étaient pas dans la ligne du Reich, et soit qu'elles n'étaient pas de la bonne couleur politique, soit qu'elles n'avaient pas envie d'être des épouses bien comme il faut pour le Führer, pour toutes sortes de raisons, de rébellion, tout ça, ou qu'elles étaient, je sais pas, homosexuelles. Elles étaient envoyées dans ce camp. Et donc, ces jeunes filles se sont dit, bah, c'est à nous de veiller sur elles, parce qu'alors personne s'occupe de ces fantômes. Ensuite, nous, aujourd'hui, à l'époque, si on était à l'époque, on aurait été mises dans ce camp, toutes. Et donc, c'est à nous de nous en occuper. Et alors, elles ont décidé de créer un lieu très particulier qui n'est pas un musée, comme elles disent on veut créer un mémorial ouvert, parce qu'elles disent, quand vous visitez les musées, vous avez de la compassion pour les victimes et vous sortez avec une très bonne image de vous-même. Voilà, on a vraiment, on ne peut pas être dans les méchants, on est forcément en train de compatir avec les victimes, on est des gens bien, tout ça. Donc elles veulent faire réfléchir aux formes modernes du fascisme. Donc quand vous allez, il y a des petits panneaux dans cet endroit où tout à coup vous avez, on parle des tziganes et puis juste en dessous il y a en 2003 une caravane de tziganes a été incendiée à 3 km d'ici. À chaque fois il y a des liens qui sont faits avec aujourd'hui. J'ai trouvé ça absolument génial. J'ai trouvé ça assez encourageant aussi. Enfin, je trouve que ça donne comme espoir aussi que des jeunes gens comme ça, des jeunes filles en l'occurrence, s'occupent de ça et en fassent un outil moderne, un outil de vigilance pour aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça un des endroits les plus passionnants que j'ai vus. Je me suis dit, heureusement que j'ai trouvé la signification de cet endroit, que je ne suis pas passée à côté. Parce que si j'avais dit que c'était juste un domaine de chasse, ça aurait été dommage, quoi. Oui. Est-ce qu'on peut faire une toute petite lecture très courte, simplement pour montrer par exemple ce début de ce premier paragraphe, vous voyez, et si vraiment vous êtes en train de peut-être lire les toutes dernières lignes qui écrivent, parce que là, on a dans ce livre quelque chose qui se passe, c'est que les enquêtes d'Irène, elles mènent en quelque sorte une enquête dans l'enquête, quoi, qui est une enquête sur son amie Eva qui a disparu maintenant, et finalement elle rentre un peu dans la peau d'Eva, quoi. Elle l'incarne un peu, et je trouve que ça se sent bien dans ce... Alors juste, je dois dire quand même que là, elle travaille, Irène, à partir d'un questionnaire. Ça, c'est comme des parties des archives ils en ont beaucoup, des questionnaires comme ça. Les Alliés ont fait remplir des questionnaires à tous les gens qui sortaient des camps. Sur ces questionnaires, il y a plein de questions, mais notamment, ils doivent dire où est-ce qu'ils ont été vécus dans les 12 dernières années. Alors, ça peut paraître dingue, 12 dernières années. Mais en fait, c'est parce qu'ils cherchent aussi à écarter les profils louches, c'est-à-dire des criminels de guerre qui pourraient se glisser parmi les personnes déplacées. Et donc, ils ont des questions extrêmement précises. Et c'est un outil énorme pour savoir déjà qui était tel ou tel déporté. Et puis, c'est passionnant, en fait. Donc là, elle travaille sur le questionnaire d'Eva, qui s'appelle Eva Wollmann, son ancienne amie, son amie qui est morte. En 1940, les Wollmann habitaient à l'intérieur du petit ghetto de Varsovie, donc, relié au grand par une passerelle de bois. La rue électorale... Je ne sais pas si j'ai commencé dans le endroit, là, en fait. Ah non, c'était là, pardon. Ok. Alors, pardon. Sur le questionnaire qu'elle a rempli au camp de déplacés de Bergen-Belsen, après sa libération, l'adolescente s'appelle encore Eva, avec un W, à la polonaise. Elle indique les noms de son père et de sa mère, Medres et Estera. Ceux de ses frères, Jacek et Jurek. Elle précise leur dernière adresse connue dans le ghetto de Varsovie. Sa famille a déménagé plusieurs fois entre la fin 1940 et le mois de janvier 1943. Irène s'en étonne et cherche le plan du ghetto sur un site polonais. Elle comprend que les Allemands n'ont cessé d'en modifier la surface, retranchant ou ajoutant des tronçons de rue sans égard pour les populations qu'ils déplaçaient dans un périmètre déjà surpeuplé.
En 1940, les Wallman habitaient à l'intérieur du petit ghetto, relié au grand par une passerelle de bois. La rue Electoralna, où ils se sont réfugiés ensuite, se trouvait dans les limites du ghetto à la veille des grandes déportations de l'été 1942, mais en a été exclu ensuite. Les Allemands rétrécissaient le quartier juif à mesure qu'ils déportaient sa population à Treblinka. Jusqu'au moment où l'insurrection a stoppé les déportations, pour châtier la révolte des combattants juifs, les Allemands ont réduit le ghetto en poussière, avec une rage méthodique, pulvérisé les immeubles, les rues, les places où les marchands côtoyaient les mendiants. Eva n'a pas assisté à ces derniers combats. Au printemps 1943, elle indique se cacher dans une banlieue de Varsovie, chez une catholique. En juillet de la même année, elle change de cachette. En février 1944, elle est arrêtée et déportée à Auschwitz. A-t-elle été dénoncée? À l'évacuation du camp, elle est jetée sur les routes pour une marche de la mort qui conduit les survivants exsangues jusqu'au camp de Bergen-Belsen. Après sa libération par l'armée britannique, elle précise avoir été soignée à l'hôpital. Elle souffrait du typhus et de dysenterie. Quand on lui demande si elle souhaite être rapatriée, elle répond « Ich weiß nicht ». Je ne sais pas. Elle a 15 ans à peine, vient de vivre une odyssée concentrationnaire. Quel avenir pourrait-elle envisager? À la fin du questionnaire, le fonctionnaire allié a inscrit « Jeune fille frêle, marquée par les séquelles de la malnutrition et du typhus ». Le médecin note un retard de croissance. Elle a eu ses premières règles il y a 2 semaines et en a été terrifiée. Elle dit s'être vieillie de 2 ans à l'arrivée à Auschwitz, sur les conseils d'un homme qui récupérait les affaires dans les wagons. Il l'a aussi avertie de ne pas monter dans les camions marqués d'une croix rouge. Elle a su plus tard qu'ils emmenaient les gens au gaz. Son esprit est vif, enclin à la provocation. Seul Erin O'Sullivan de la Croix-Rouge britannique a réussi à gagner sa confiance. Elle dit que la jeune fille s'inquiète beaucoup pour ses parents et pour ses frères. Elle a du mal à la décourager de partir à leur recherche. Je serai d'avis de la garder ici, le temps de déterminer s'ils sont en vie. S'ils sont décédés, comme on peut le craindre, il faudra la confier à la Croix-Rouge polonaise. Dans ces quelques lignes, il y a une Eva qu'elle reconnaît, déterminée, lucide sur la nature humaine, et une autre qu'elle découvre et dont le désarroi la bouleverse. Cette gamine perdue, abîmée dans son corps et dans son âme, elle aimerait pouvoir la serrer dans ses bras. Elle espérait retrouver les siens, elle ignorait à quel point elle était seule dans ce carrefour de l'après-guerre. Alors, ce qui est très beau, outre la beauté du texte et la situation, ça nous montre ce témoignage que les archivistes, les conservateurs deviennent eux-mêmes des archives et constituent à travailler des archives qui vont être consultées par les chercheurs suivants, quoi. Exactement. Donc il y a cette question-là. On se demande d'ailleurs à un moment jusqu'où peut aller cette recherche, parce qu'évidemment quand on commence le livre, on commence à chercher son Pierrot, là, oui. On se dit mais ils n'y arriveront jamais, ils ne pourront jamais retrouver les propriétaires de ces objets avec si peu d'informations. Et donc ça s'en permet. D'ailleurs à un moment elle a une conversation avec sa directrice qui lui dit mais vous savez au bout d'un moment il faut lâcher prise. Oui, on n'aura pas toutes les réponses. Voilà. Et c'est vrai, on ne les aura pas toutes forcément. Voilà. Et donc cet acharnement, je me demande s'il ne répond pas, enfin s'il ne fait pas l'écho, s'il ne corrige pas en quelque sorte l'acharnement aussi qu'avaient les à la destruction, qui eux-mêmes étaient d'abord des archivistes obsessionnels puisqu'ils notaient tout, etc. Et ensuite leur obsession de tout détruire. Enfin, la métu. Bien sûr. Oui, je pense que en effet, les gens comme Irène, comme l'archiviste française que je connais, qui est devenue une amie maintenant, ils sont incroyablement obstinés aussi et méticuleux. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ça répond
aussi à l'acharnement des nazis, bien sûr, et à leur côté méticuleux. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Conférence. Moi, je l'ai vu l'autre jour avec ma fille, et c'est incroyable. En fait, je trouve qu'on prend une claque, ce film, parce que d'ailleurs, en fait, c'est la chance qu'on a de pouvoir assister à cette conférence, et c'est dingue. Mais c'est dingue parce que cette manière de penser à tous les détails, de chipoter sur telle ou telle chose, oui, mais les demi-juifs, mais les quarts de juifs, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Ils ont été jusque-là, et jusqu'au bout, cette destruction reste une priorité, destruction des gens et des traces. Parce que vraiment, dans les derniers moments, alors qu'ils pourraient penser uniquement à sauver leurs fesses, ils sont là et essaient de détruire des preuves. Les preuves qu'ils ont créées eux-mêmes. Et donc, dans ces moments-là, heureusement, il y a eu des déportés très courageux qui en ont caché sur eux, notamment. Et c'est comme ça qu'on a sauvé, à certains endroits, des archives très, très importantes. Mais c'est vrai que je pense que les gens qui travaillent du côté de la réparation et de la restitution, ils ont à cœur de donner tout ce qu'ils peuvent donner. Irène, elle est là-dedans. Elle pourrait se contenter de rendre l'objet, en fait. Mais rendre l'objet sans expliquer le sens qu'il avait, alors elle va peut-être pas le trouver, le sens qu'il avait pour la personne. Mais on se doute que si c'est un objet qui était avec la personne dans les camps, c'est un objet très important. Et donc, et même s'il l'a laissé à l'entrée du camp, c'est quand même un objet qui est important pour lui. Donc, ils aiment bien, ils préfèrent pouvoir apporter des éléments. Et puis surtout, je crois qu'il y a quelque chose qu'ils ont vraiment à cœur, c'est que, évidemment, ils arrivent dans la vie des descendants avec, au départ, le point de départ de ça, c'est souvent la mort, ou en tout cas la déportation, donc des choses qui sont affreuses. Mais eux, ils ont à cœur de faire revenir un disparu dans la vie des vivants. Et quand il revient, ce disparu, c'est aussi sa vie qui revient. C'est pas juste sa mort. L'autre jour, j'ai rencontré un couple qui travaille depuis 10 ans à faire un grand livre des portées de Dora. Et donc, c'est un projet qui rejoint celui d'Arolzon. Eux aussi, ils font de la restitution, parce qu'ils ont retrouvé les traces de ces 9000 déportés de Dora. Ça a été un travail énorme, titanesque. Et l'éditeur a dit, ok, je vais le faire, ce livre, et on va faire un tirage de 9000 pour les familles. C'est-à-dire qu'ils vont, là maintenant, ils recherchent toutes les familles, les descendants, quand on a, pour leur donner un livre à chacun. C'est beau. Et ils disent, c'est plus qu'un livre. Oui, c'est plus qu'un livre. Et là aussi, c'est plus qu'un objet. Et ils disent, justement, ils ont lu mon roman, et ils disaient, c'est exactement ça. On ramène la vie des gens plus que leur mort. Et c'est ça qu'ils essaient de faire. C'est pour ça qu'elles cherchent le plus de détails possibles sur les disparus. Et alors, c'est formidable ce que vous venez de dire, parce que ça me conduit directement à notre dernière question, mais qui ne sera peut-être pas la dernière, parce qu'il y aura des réactions, j'imagine. Mais je voulais vous soumettre, enfin citer absolument une phrase que j'avais notée, qui me paraît vraiment très importante, et qui définit peut-être le cœur du livre, enfin de ce projet littéraire. Vous dites quelque part, enfin, vers la moitié du livre à peu près, chaque pays impose un roman national. Le choix de ses héros et de ses victimes est toujours politique, parce qu'il entretient le déni et étouffe les voix discordantes. Ce récit officiel n'aide pas les peuples à affronter leur histoire. Et alors, ça c'est formidable, parce que ça nous pose cette question de l'écriture de l'histoire, et on se dit, mais finalement, est-ce que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que la réponse, c'est pas justement la littérature et le roman? Est-ce que le roman n'écrit pas mieux, ou n'aborde pas mieux, en tout cas, par des voies différentes, peut-être parce qu'il est plus fondé sur un travail sur le langage, l'histoire? En tout cas, je pense que c'est une manière importante de
de parler de l'histoire et surtout de faire en sorte qu'elle reste brûlante pour nous. Parce que il y a aussi, dans un roman, on peut restituer la complexité. Donc là, on va contre le roman national. Le roman national, il est extrêmement simpliste. Il va vous dire, voilà, ça s'est passé comme ça. Il y avait les bons et les méchants. Les bons n'ont pu faire que des choses bien, etc. etc. Okay, c'est d'ailleurs ce qu'on a beaucoup reproché en Allemagne, le procès de Nuremberg. C'est là où le procès de Nuremberg a perdu de sa crédibilité par rapport aux Allemands, par exemple, puisque le procès de Nuremberg ne parlait que des crimes nazis, enfin, des crimes de l'Axe. Et il passait complètement sous le tapis 2 millions de viols en Allemagne, des bombardements systématiques des populations civiles, etc., etc., etc. Tout ça, parce que c'était les Alliés, ça n'existait pas. Et encore aujourd'hui, c'est très tabou. Donc ça, c'est quelque chose qui est politique, qui répond aussi à notre besoin enfantin de nous rassurer. Excusez-moi, je vous interromps, mais cette histoire de roman national, là, je pense, pendant que vous en parlez, mais on l'a réentendu dans un contexte moins dramatique, évidemment, encore par exemple aux élections présidentielles, où il y avait des gens qui disent il faut réécrire le roman national, ou il faut établir le roman national. Ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait plus besoin de romans nationaux, surtout, et qu'on puisse, qu'on soit comme des gens adultes qui peuvent accepter la complexité de l'histoire. Parce qu'elle est partout, la complexité. Vraiment, quand on s'en approche. Et puis, c'est intéressant aussi. Le roman national, il va avec ce qu'on appelle la concurrence des victimes. Si vous allez en Pologne, vous allez avoir sans cesse cette concurrence des victimes. Par exemple, le gouvernement actuel, chaque fois qu'il va y avoir un lieu de mémoire juive, ils vont coller un musée des justes. Pour dire, à chaque fois, c'est vraiment contrecarrer cette chose-là en disant non, ce qui compte, c'est les justes. En fait, il y a toujours, ou alors Auschwitz est vraiment le lieu de bataille de la concurrence des mémoires. Et depuis toujours, les déportés non juifs, les déportés juifs, et qui a la propriété d'Auschwitz. En fait, ce truc-là court depuis des décennies à Auschwitz. Et régulièrement, il y a, en général, la Pologne décide qu'on va faire une prise de pouvoir des Polonais non juifs sur Auschwitz. Des choses comme ça. Alors, c'est souvent dans ce sens-là plutôt, mais ça pourrait être dans l'autre. En tous les cas, c'est une chose qui, bien sûr, est comment dire, insatisfaisante. Les victimes qu'on laisse dans l'ombre, moi j'ai remarqué un truc, alors je ne vais pas en faire une généralité parce qu'il aurait fallu que j'étudie ça bien plus et que je sois historienne, mais je remarque que souvent les victimes qu'on a laissées dans l'ombre, auxquelles on refuse un statut de victime, ces victimes ont tendance à se radicaliser parce qu'elles ne sont pas acceptées comme victimes. Alors, chacune a sa place, chacune avec la spécificité de sa persécution là pour le coup. Mais je crois que c'est de laisser des gens comme ça dans l'ombre, de décider qu'il y a des bonnes et des mauvaises victimes, ça peut être que mauvais, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que dans un roman, on peut réinjecter de la complexité. Moi, j'avais à cœur que cette complexité existe à chaque page de mon livre, que tous les personnages leur donnaient ça. Leur donner ça et les respecter assez pour leur donner ça, pour pas les simplifier. Je pense par exemple, j'ai un personnage de gardienne nazie, gardienne SS, j'ai travaillé sur ce personnage autant que pour les autres, j'ai beaucoup pensé à ce personnage et je voulais justement choisir une gardienne qui n'était pas un monstre. Parce que c'est aussi beaucoup trop facile de s'intéresser uniquement aux monstres. Parce que quand on s'intéresse uniquement aux monstres, les monstres, ça peut pas être nous. Alors que là, quand j'ai commencé à écrire la lettre de cette gardienne nazie, je l'ai fait lire à ma fille qui a donc 18 ans et je l'ai fait lire jusqu'au début. Et elle m'a dit, on a envie de dire à cette dame, c'est pas grave alors qu'en fait c'est grave. Et je trouvais ça très bien, je me suis dit, bon bah, chouette, c'est exactement ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'à certains moments, on puisse avoir une forme d'empathie avec cette gardienne, ou en tout cas la comprendre, ou même qu'elle puisse être une forme de miroir de ce qu'on aurait pu être un jour, à une autre époque, si on avait été endoctriné de la même manière, etc., je sais pas, et que quand elle fait quelque chose d'inhumain, ça nous fasse horreur. Parce qu'à ce moment-là, ce qui nous fait horreur, c'est notre inhumanité possible.
Et c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur notre inhumanité possible plutôt que de dire les gens horribles, c'est forcément les autres et c'est forcément des monstres et ça ne peut pas nous arriver. Moi, je crois que ça peut malheureusement arriver à beaucoup de gens. Peut-être à nous tous. Et toute petite chose avant de passer les questions, peut-être. Alors, ça c'est moi, peut-être, est-ce que j'ai lu complètement de travail. Tout ce que vous venez de dire est tout à fait juste, mais en lisant ce livre, en reparcourant cette période, est-ce qu'on est influencé par l'actualité? Je ne sais pas, mais je n'arrêtais pas de faire des parallèles avec des choses qui se passent aujourd'hui, notamment l'Ukraine et tout ça, et on se dit, mais finalement, les massacres de civils, la déportation des enfants, le fait de leur interdire de parler leur langue d'origine, etc., c'est des choses qu'on retrouve déjà dans votre livre et qui ont des échos aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se dire en vous lisant, c'est un passé complètement enterré qui n'existe plus. C'est tout le problème. Hein. Et j'ai eu ce problème en écrivant le livre. Parce que quand j'étais en train de l'écrire, j'étais vraiment dans le dur du livre. C'était le début de la guerre en Ukraine et bon, c'était compliqué. J'ai eu un moment compliqué. J'avais l'impression que je ne sortais plus de ce livre. Que quand j'en sortais, j'y étais encore. Et puis, mais c'est vrai que je pense que ça, justement, l'Ukraine... Je pense souvent, dans mon roman, je parle de jeunes filles qui sont incroyablement courageuses, des jeunes résistantes polonaises de Lublin, et qui sont vraiment bluffantes de force et de courage, et d'inventivité aussi. Et ces jeunes filles, je pense très souvent aux jeunes filles d'Iran. Je trouve la même force, le même courage, donc oui... c'est sûr que je pense qu'il y a des choses qui malheureusement continuent sous des formes qui ne sont jamais tout à fait les mêmes, mais qui, les mouvements humains d'exclusion, de tyrannie et de courage et de force, etc., perdurent, sont peut-être éternels. Et c'est à la fois décourageant et quand il s'agit du courage et de la solidarité, rassurant. Parce que je sais que Robert Destos, par exemple, quand il a été à Auschwitz, lui, ce qu'il a tiré comme conclusion d'Auschwitz, ce qui est quand même rare, bon, il a sans doute pas tiré que ça comme conclusion, mais il disait qu'une personne à Auschwitz puisse donner son pain à quelqu'un d'autre. Dans ce lieu où tout est fait pour détruire toute possibilité de solidarité, moi, m'émerveille. Il disait, me donne foi en la nature humaine. Alors évidemment qu'il aurait pu regarder plutôt celui qui pique son pain à son voisin, qui était peut-être à 2 mètres de celui qui donne son pain. Et bien sûr qu'il y a les deux. Il ne s'agit pas d'être angélique là-dessus, mais par contre, en effet, moi j'ai dans mes recherches pour ce livre pendant 3 ans, et dans toute ma documentation énorme, et dans ce livre, il y a énormément de courage, énormément de résistance sous toutes sortes de formes, énormément de solidarité, et je crois que parce qu'elles sont plongées dans l'obscurité, on les voit mieux aussi, on les voit, et elles éclairent vraiment, et moi il me semblait que c'était aussi des raisons c'est comme des munitions quoi, qu'on attrape au passage pour traverser une époque qui devient assez flottante et obscure quand même. Et puis, parce que le livre ne se termine pas d'une façon négative, disons, noire, au contraire. Peut-être est-ce que certaines personnes peut-être qui ont lu le livre, qui vont le lire, veulent intervenir, poser des questions? Non. C'est difficile de passer après toi. Bah oui. Vous avez très bien parlé. C'est vrai que c'est un livre extraordinaire. Merci. C'est un voyage dans le temps, dans l'espace. Enfin bon, oui, c'est un grand moment. Moi, je l'ai dévoré complètement, mais ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup. Merci vraiment. Pour moi aussi, c'était un très très bon voyage. Ouais, c'était vraiment... Mais heureusement, il y a de l'histoire. Donc ça, c'est quand même bien. Oui, il y a de l'histoire. Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous en avez, allez-y. Hein. Mais sinon, on peut peut-être garder un peu de temps pour signer quelques livres ou discuter. Merci beaucoup.